Jean-Claude Drouin. Le socialisme en Europe, 1848-1878. Les idées socialistes en Europe ont été déjà étudiées dans des documents envoyés par nos soins. Aujourd'hui, nous nous limiterons à la période 1848-1878. Étudions tout d'abord les partis révolutionnaires pendant la Révolution de 1848 et la période de répression qui s'ensuivit. Les partis révolutionnaires, politiques ou sociaux, républicains, démocrates, socialistes, communistes, ne formaient en Europe, avant 1848, que de petits groupes isolés dans quelques villes, traqués par la police, obligés d'opérer secrètement et souvent de se cacher et de s'enfuir, ignorés ou méprisés du public. La Révolution française de 1848, opérée au profit des démocrates socialistes, au nom de l'égalité et de la République, excita tout d'abord les espérances de tous les révolutionnaires européens. Les réfugiés rentrèrent dans leur pays, en Allemagne et en Italie, pour y prendre part. Les révolutionnaires restèrent en relation d'un pays à l'autre. Plusieurs allèrent même à l'étranger aider les démocrates insurgés à combattre les gouvernements. Il y eut surtout des Polonais dans toutes les insurrections européennes, et l'intervention en faveur de la Pologne fut réclamée par les partis révolutionnaires en France, surtout lors des mouvements de mai 1849. Cependant, la Révolution de 1848 ne fut pas l'œuvre d'un parti international. Les révolutionnaires des différentes nations s'excitèrent les uns les autres par l'exemple, par les encouragements, mais ils ne firent que des révolutions nationales sans direction commune. En France, les révolutionnaires, maîtres du pouvoir, se divisèrent en républicains démocrates, adversaires d'une révolution sociale, d'une part, et les démocrates socialistes, d'autre part. La discorde alla jusqu'à la guerre civile. Dans les autres pays, les républicains, forcés de lutter encore contre le gouvernement monarchique, restèrent unis. Prusse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. La différence des doctrines resta théorique et n'empêcha pas les communistes et socialistes d'opérer en accord avec les républicains démocrates. Il se fonda quelques organisations ouvrières en Allemagne. Ainsi, une union ouvrière sociale démocratique tint un congrès à Berlin, un congrès ouvrier, en août 1848, d'où sortit la Fraternité, fédération allemande d'ouvriers, qui prit part aux révolutions de Bade et de Dresde, en Saxe. Dans l'Ouest, à Cologne, Karl Marx fonda un journal communiste. Il se créa une association ouvrière socialiste et une assemblée vota un ordre du jour pour une république démocratique sociale, septembre 1848. Après le coup d'État de Berlin, les communistes publièrent une proclamation pour engager à refuser l'impôt. Mais Marx à Cologne, Lassalle à Düsseldorf furent poursuivis pour excitation à la révolte. Dans le Parlement de Francfort siégèrent quelques députés socialistes qui demandèrent le droit au travail. En Italie, le mouvement resta démocratique et national. La réaction de 1849-1850 détruisit les groupes révolutionnaires. Les communistes, poursuivis en Allemagne, en France et même en Belgique et en Suisse, se réfugièrent à Londres. L'Alliance s'y réorganisa, 1849, et essaya de renouer les relations avec les communistes en Allemagne, en France et en Suisse. Mais elle-même se coupa en deux groupes, dont l'un, Willich, voulait continuer à préparer la révolution par les armes. L'autre, Karl Marx, voulait se borner à la propagande. Le groupe de Marx se transféra à Cologne et fut surpris par la police, 1851.
Le procès des communistes de Cologne, 1852, condamnés pour haute trahison, obligea Marx à la dissoudre. La Diète, à la demande des deux grands États, vota un décret qui obligeait tous les gouvernements d'Allemagne à dissoudre toutes les sociétés politiques d'ouvriers, 1854. Le groupe Willich garda la direction des sociétés de Suisse, de Bruxelles et de France et fonda même un comité démocratique socialiste international, comité découvert par la police française. Les socialistes, donc réduits à se cacher, disparurent complètement de la vie publique. Les gouvernements, avertis par les événements de 1848, prirent des mesures contre la propagande révolutionnaire. Le mouvement parut définitivement avorté. Un certain Louis Reybaud, écrivant alors l'histoire des socialistes, disait « Le socialisme est mort, parler de lui, c'est faire son oraison funèbre ». Il y a cependant 3 groupements qui ont été considérés par la suite comme les précurseurs de l'Internationale. Quels sont ces groupements? Tout d'abord, la Ligue des Justes, fondée en 1826 parmi les intellectuels et ouvriers du faubourg Saint-Antoine à Paris. Cette ligue, transformée en Ligue des communistes, ne survécut pas, nous l'avons dit, au procès intenté à Cologne à Karl Marx. Deuxième groupement, la Société des démocrates fraternels, fondée à Londres par des anciens chartistes et des démocrates en relation avec une autre association démocratique créée à Londres par des radicaux belges, français et allemands. Karl Marx en fut le premier vice-président. Cette société disparut aussi en 1852. Enfin, troisième groupement, en 1856, une association internationale fut fondée à Londres par des proscrits français, formant une sorte de commune révolutionnaire. On retrouve également d'anciens chartistes. Ce comité international s'opposa à la venue de Napoléon III à Londres lors de la guerre de Crimée. Il y avait en fait dans ces mouvements 2 tendances contradictoires, les tendances sociales des éléments ouvriers d'une part et l'action surtout politique et nationale des proscrits. Quand la vie politique recommença après 1859, une propagande se produisit qui parut nouvelle à la plupart des contemporains, tant le socialisme était déjà oublié. Ce n'était qu'une renaissance du mouvement socialiste antérieur à 1848. Les chefs étaient des hommes de 1848, Karl Marx, Lassalle, Liebknecht, qui communiquaient à une génération nouvelle les doctrines, les formules, les procédés à des socialistes anciens. La Renaissance se fit parallèlement par 2 créations indépendantes et même rivales, que nous allons étudier maintenant, l'Association internationale de Karl Marx et le Parti national allemand de Lassalle. La fondation de l'Internationale. L'Internationale est un enfant venu au monde en France et mis en nourrice à Londres, a-t-on dit depuis. En effet, cette internationale est née de l'entente de 2 groupes ouvriers les plus dynamiques de l'Europe, le groupe anglais et le groupe français. En Grande-Bretagne, les trade unions n'étaient pas révolutionnaires ni socialistes. Ils étaient plutôt hostiles à la lutte des classes, mais ils font appel à la solidarité internationale du travail. En France, les ouvriers étaient soutenus en partie par l'empereur, octroi de la loi du 24 mai 1864 pour le droit de grève. La nouvelle organisation socialiste donc commença à Londres, centre des réfugiés socialistes résidence de Karl Marx. L'initiative fut prise par les chefs des syndicats anglais, les secrétaires généraux des syndicats ouvriers trade unions. L'occasion fut l'exposition universelle de Londres en 1862, où les ouvriers anglais firent la connaissance des délégués ouvriers français et belges. On se revit en 1863 dans une grande réunion tenue à Londres pour protester en faveur
des Polonais insurgés et où vinrent des délégués français. On parla alors de s'associer. Les Français étaient des hommes de la nouvelle génération, Henri Tolin, ouvrier ciseleur, Fribourg, qui ne connaissaient pas les socialistes de 1848. Leur idéal était le mutualisme de Proudhon, l'association des ouvriers sans intervention de l'État. Les Anglais des trade unions, déjà habitués à leur association ouvrière nationale, rêvèrent une association internationale qui, en étendant la solidarité entre les ouvriers de tous les pays, empêcherait les patrons d'opposer les uns aux autres les ouvriers des différents pays. Ils se plaignaient que pour réduire les grèves, les patrons anglais faisaient appel aux ouvriers étrangers. Il ne s'agissait encore que d'une association professionnelle sans but politique. Une réunion définitive, 28 septembre 1864, à Londres, chargea un comité de 50 membres de rédiger les statuts d'une association. Les anciens révolutionnaires présentèrent des projets. Mazzini, l'Italien, une organisation fortement centralisée. Marx, une fédération. On repoussa le plan de Mazzini qui ne paraissait pas avoir été conçu pour une société d'ouvriers. Le projet de Marx fut adopté sous forme de statut provisoire, 1864. L'Association internationale des travailleurs, AIT, fut organisée en fédération. Les membres, qui déclaraient adhérer au principe de l'association, se groupaient en sections autonomes, ayant chacune son bureau. La cotisation était très faible, presque symbolique. L'association avait 2 organes communs. Le congrès des délégués des sections, réuni une fois par an et investi du pouvoir souverain. Le conseil général, nommé par le congrès, est fixé à Londres, chargé de préparer le travail et de correspondre avec les sections. C'était le régime des trade unions anglaises, sans rien des anciennes sociétés secrètes révolutionnaires. Aucune condition de profession n'était requise. On avait écarté la proposition des délégués français de n'admettre que des travailleurs manuels. En fait, il entra dans l'international non seulement des ouvriers, mais des révolutionnaires et même des philanthropes bourgeois comme le français Jules Simon. Le but déclaré était d'établir un centre d'union et d'action commune méthodique entre les sociétés de travailleurs des différents pays, qui se proposaient la protection, le progrès et l'émancipation de la classe ouvrière. Il n'était question que d'agir par entente pacifique. Au Congrès même, donc, il faut insister sur le caractère hétérogène. Il y a à la fois des trade unionistes anglais, des émigrés politiques, polonais, hongrois, disciples posthumes de Kossuth, des Italiens, partisans de Mazzini, l'association des travailleurs allemands, Lassalle, des proudhoniens français, Tolin, Limousin, Perrachon, enfin quelques émigrés allemands comme Ecarius ou Karl Marx. L'intervention la plus importante à la réunion de Saint-Martin's-Holz fut celle du français Tolin. Travailleurs de tous les pays qui voulaient être libres, à votre tour d'avoir des congrès. Sauvons-nous par la solidarité. C'est un fragment de son intervention à ce congrès. C'est seulement ensuite qu'intervient Karl Marx, qui, comme l'a dit le Suisse Guillaume, a déposé comme le coucou, Karl Marx est venu pondre son œuf dans un nid qui n'était pas le sien. Fin de citation. Après des hésitations, Karl Marx collabore au comité provisoire chargé d'élaborer des statuts.
Marx a insisté sur deux idées qui lui tiennent à cœur, surtout dans l'adresse inaugurale de l'Internationale. Première idée, l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Deuxième idée, la classe ouvrière ne saurait être indifférente à la conquête du pouvoir politique. Dans les coulisses de l'AIT, par son activité manœuvrière et sa puissance de raisonnement, Karl Marx a joué un rôle de plus en plus important dans l'AIT, surtout lorsque son ami Engels le seconde à partir de 1870 comme secrétaire. Sur le plan général, l'AIT a peu de succès en Grande-Bretagne. Vers les années 1870, on ne compte en Grande-Bretagne que 50 000 membres, alors qu'à la même époque, les TUC ont environ 800 000 adhérents. En France, on peut estimer les effectifs à quelques dizaines de milliers. En Suisse, environ 6 000. L'AIT a profité des grandes grèves des ouvriers bronziers à Paris en 1867 et des grèves également provoquées au Creusot dans les usines Schneider de 1868 à 1869. Ces mouvements sociaux entraînent des procès contre Tolain, Varlin et même des mesures d'arrestation. Varlin est obligé de s'enfuir à Bruxelles en 1870. On a dit justement que si l'Internationale ne jeta pas les ouvriers dans la grève les jeta dans l'Internationale. Cette première internationale fut aussi le théâtre de conflits idéologiques. Marx se heurte à deux oppositions. D'abord l'opposition des partisans de Proudhon et deuxièmement l'opposition des partisans de Bakounine. Les proudhoniens français, Fribourg si vous voulez, veulent une évolution pacifique et progressive et rejettent tout mot d'ordre révolutionnaire. Ils sont très méfiants vis-à-vis des grèves et condamnent aussi toute intervention de l'État. En 1865, ce sont les proudhoniens qui font échouer, lors de la conférence des secrétaires de section, le vote d'une résolution en faveur de la reconstitution de la Pologne. Proudhon et ses disciples étant hostiles à l'idée de nationalité et prônant l'internationalisme total. L'Internationale, donc, s'est recrutée d'abord très lentement. On ne put tenir le premier congrès qu'en 1866 à Genève, où furent adoptés les statuts définitifs. Il y eut dès lors un congrès annuel tenu dans un petit pays, d'ordinaire en Suisse, et Karl Marx prit la direction du Conseil général qui en fait devint le véritable pouvoir. L'Internationale prit aussitôt l'allure d'une société politique de plus en plus révolutionnaire à chaque congrès. Le congrès de 1866, Genève, se borna à formuler des principes généraux, mais où paraît déjà l'idée fondamentale de Marx sur la lutte des classes. Il recommanda d'organiser l'entente des ouvriers contre les intrigues des capitalistes, d'ouvrir une enquête sur la condition des ouvriers dans tous les pays, d'encourager les associations coopératives de production et les syndicats ouvriers. Il demanda aussi l'abolition des armées permanentes. Le congrès de 1867, Lausanne, déclara que l'émancipation sociale des travailleurs est inséparable de l'émancipation politique et que l'acquisition de la liberté politique est une première nécessité. Fin de citation. Ce congrès vota la prise de possession par l'État de tous les moyens de transport. Le congrès de 1868, Bruxelles,
protesta contre la guerre et le salariat, se prononça pour l'Organisation internationale des grèves et demanda la mise en commun des mines et des carrières, des voies de communication et des forêts. Pour la terre, ce congrès exprima l'avis que l'évolution économique fera de l'entrée du sol arable dans la propriété collective de l'État une nécessité sociale. L'Internationale adoptait donc la doctrine collectiviste de Karl Marx. Le congrès de 1869, Bâle, confirma les résolutions de 1868, malgré les Français, Tolin, partisans de la propriété individuelle. Il déclara que la société a le droit de convertir la propriété privée du sol en propriété collective et que cette transformation est nécessaire. C'est également à Bâle que Bakounine remporte son premier succès en faisant voter contre Marx le principe de la suppression complète de l'héritage. Bakounine, anarchiste et fédéraliste, demeure contre Marx hostile à toute espèce de centralisation et combat l'emprise du Conseil général sur les sections. Ces idées, nous le verrons, eurent des succès en Italie, en Espagne et en Suisse romande. L'Internationale revenait au programme communiste de 1848, grouper les prolétaires de tous les pays pour établir la collectivité des instruments de travail. Mais ce n'était qu'une doctrine. Sur les moyens pratiques de la réaliser, on ne formulait aucun programme précis et d'ailleurs l'Internationale ne disposait d'aucune force. On la croyait riche, comme les trade unions, les ouvriers y adhéraient pour recevoir des subsides en cas de grève. Et il leur arriva de faire céder des patrons inquiets de ce secours imaginaire. Mais en fait, les adhérents ne payaient pas ou payaient peu, et la caisse fut toujours presque vide. Cette Internationale effraya beaucoup les gouvernements et la bourgeoisie industrielle de l'époque. En France, on poursuivit d'abord le bureau de la section de Paris, 1867, puis on ordonna d'arrêter tous les chefs, 1870. En fait, elle n'agit que comme société de propagande doctrinale et une vie très courte. Elle fut attaquée à la fois par le dehors et désorganisée par le dedans. La guerre de 1870 affaiblit l'Haïté en excitant le patriotisme national contre tout groupement international. La protestation du Conseil général de l'Internationale contre une guerre de conquête allemande, septembre 1870, passa pratiquement inaperçue. La guerre amena la Commune de Paris. Ce n'est pas en fait un produit de l'Internationale, mais plutôt une résurrection de 1792-1793. Même la petite minorité d'internationalistes entrés dans la Commune n'y représentait pas l'Internationale. Mais après la défaite, Karl Marx, au nom du Conseil général de l'Internationale, lança un manifeste en l'honneur de Paris des travailleurs et des martyrs de la classe ouvrière. L'Internationale, s'étant rendue solidaire a posteriori de la Commune, fut donc traitée comme insurrectionnelle. En France, l'Assemblée vota contre elle une loi spéciale, 1872, au moment d'Adolphe Thiers. En Angleterre, les ouvriers l'abandonnèrent. Il ne lui resta guère d'adhérents qu'en Allemagne, en Belgique, en Suisse et dans les pays du Midi. En même temps, l'Internationale était désorganisée par une lutte intérieure. Un Russe
réfugié en Suisse, Bakounine, révolutionnaire de 1848, devenu anarchiste, s'était introduit dans l'Internationale en 1868. Il venait de fonder une société fédérative, l'Alliance internationale de la démocratie socialiste, dirigée par un comité central établi à Genève et dont il était le chef. Elle se recrutait surtout dans les pays de langue romane, Suisse romande, Italie, Espagne, Belgique. Il demanda à la faire adhérer à l'Internationale en conservant son organisation. Le Conseil général répondit qu'on pouvait admettre des sections, non une fédération. Bakounine se décida à dissoudre son alliance et à faire entrer les sections séparément dans l'Internationale, 1869. Mais la fédération entre elles subsista secrètement et entra bientôt en conflit avec le Conseil général de l'Internationale à propos d'un congrès de la Fédération romane et à propos de la propagande terroriste de Netchaïev en Russie. C'était une lutte entre deux grands chefs révolutionnaires, Bakounine et Karl Marx, entre deux groupes de peuples, les hommes de langue romane attachés à Bakounine et les hommes du Nord partisans de Marx. Entre deux programmes, le collectivisme de Marx, l'anarchisme de Bakounine. Entre deux tactiques, l'action politique légale de Karl Marx, l'abstention du vote et la révolution violente de Bakounine. Entre deux organisations, Marx voulait fortifier le Conseil général pour donner une direction d'ensemble à l'Internationale. Bakounine voulait le réduire au rôle de boîte à lettres pour laisser chaque section indépendante. Le congrès annuel de l'Internationale avait été empêché en 1870. Un congrès en 1872 tenu à La Haye eut à prendre parti entre les deux rivaux. La lutte s'engagea sur la proposition de Bakounine de supprimer le Conseil général. La majorité marxiste décida au contraire que le Conseil aurait le droit de suspendre une section et même une fédération. Ce congrès vota l'exclusion de Bakounine. Les blanquistes se retirèrent de l'Internationale. Il ne resta que des Anglais, des Allemands et des Américains. L'Internationale tint encore un petit congrès en 1873 à Genève et se déclara dissoute en 1876. L'Internationale disparut sans aucun résultat positif, fondée pour obtenir des réformes sociales par une entente internationale. Elle ne parvint qu'à effrayer les gouvernements et le public. Cependant, ce qui est essentiel dans la première internationale, c'est moins ses réalisations que ses anticipations, et moins la vie éphémère des sections que les impulsions qui lui ont été dictées d'en haut, une grande âme dans un petit corps.